On peut rajouter autant d'AI qu'on veut par-dessus une mauvaise data ou par-dessus de la data incomplète. L'AI ne pourra jamais faire ce travail de réconciliation parfaitement et ne pourra jamais aller compléter de la data inexistante. Le point clé, c'est comment est-ce que je ne suis pas en train de vendre justement la solution technique. Est-ce que ça va être en effet un serveur MCP branché sur cloud? Est-ce que c'est in-app? En fait, on s'en fiche un peu. Et typiquement, ils sont passés avec 3 personnes, on regarde que les 10% des contrats, de ça à maintenant, toutes les personnes qui sont demandeurs dans l'entreprise sont acteurs des négociations et 100% de nos contrats sont regardés. Donc on peut aller chercher jusqu'à 10% de savings supplémentaires. En fait, tout le monde dans l'entreprise sait maintenant comment aller négocier avec notre fonctionnement et en fait, c'est comme ça qu'on le voit et c'est la solution à ces 3 problèmes. On a un studio AI en interne avec des builders dont le travail est d'aller construire des agents AI customisés pour chacun de nos clients. Bonjour, je m'appelle Nicolas Marché, bienvenue sur My First AI. Alors aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Marc-Antoine, cofondateur de Pivot. Salut Marc-Antoine. Hello Nicolas, merci beaucoup de me recevoir. Ravi de t'avoir. J'avais suivi un peu tes aventures chez Conto avant que tu lances Pivot avec tes associés. Donc aujourd'hui, du coup, on va parler de Pivot, donc l'outil de source to pay que vous avez créé en 2023. Un peu de votre approche de l'IA, ce que vous développez, comment vous transformez votre produit, quelle proposition de valeur vous créez. Très curieux aussi, sachant que tu pilotes en plus directement les équipes produits, de comprendre ce que ça a pu changer, tu vois, l'utilisation de l'IA dans la manière dont tu organises, ce que tu attends des équipes, ce genre de choses. Et discuter aussi de votre propre marché, donc de tes clients, de ce que tu vois apparaître, les freins, ce qu'ils aiment, ce qu'ils attendent. Voilà, donc c'est un peu l'agenda pour cet épisode. Et peut-être avant de démarrer, est-ce que tu peux nous expliquer, Marc-Antoine, pourquoi vous avez créé Pivot avec tes associés et qu'est-ce que ça fait assez simplement? Yes. Alors pour commencer sur ce que Pivot fait, donc on est une plateforme de source to pay. C'est-à-dire une plateforme pour les équipes achats qui leur permettent de gérer tout leur cycle d'achat, de la demande d'achat à l'invoice jusqu'au paiement. On est une plateforme qui est AI native, on est né après la vague ChatGPT et notre approche là-dessus, c'est comment est-ce qu'on donne aux équipes procurement le system of record pour avoir toute la data de leur entreprise propre sur lesquelles on peut derrière brancher des agents AI qui vont venir démultiplier leur travail et leur impact. Pourquoi est-ce que j'ai créé Pivot avant d'être chez Pivot? Je peux. Ouais, vas-y, je suis très curieux. Pourquoi j'ai créé Pivot? Avant de créer Pivot, j'étais chez Conto. Ouais. Là-bas, j'ai été CTO puis CPO. Donc Conto, c'est la néobanque française, ouais. Exactement. Et j'ai pu voir tout le scale de Conto. Quand j'ai rejoint Conto, on était une quarantaine. Je suis parti, on était un peu plus de 1300. Et quand on est arrivé autour de 1000 personnes à peu près, on a implémenté un outil de procurement. On est en 2022 à ce moment-là. Et ce qui se passe, c'est que d'un seul coup, dû à la crise de financement à ce moment-là, toutes les scale-up commencent à regarder les pratiques de procurement pour mettre leurs dépenses sous contrôle. Mais ce qui se passe, c'est que quand ces équipes procurement qui sont nouvelles dans ces environnements-là recherchent les outils sur le marché, tout ce qu'ils ont, c'est des SaaS qui ont 25 ans. C'est quoi les acteurs un peu classiques Le grand acteur le plus connu, c'est Coupa. Ouais. Le deuxième, c'est Ariba, qui a été racheté par SAP et qui est vraiment dans la galaxie SAP avec tous les plus et les moins. Et Evalua, qui est un acteur français. Et donc, c'est les 3 grands acteurs qu'on rencontre le plus souvent. Et à partir de quand tu dirais que c'est intéressant pour une boîte, une direction financière ou des dirigeants de boîte d'aller sélectionner une solution achat comme la vôtre? Ce qu'on voit souvent, c'est les équipes qui passent 250 personnes, même si c'est encore plus pertinent pour les équipes plus grosses, de 1000 personnes et plus. À partir de 250 personnes, ça peut avoir du sens d'implémenter un outil de procurement. D'accord. La séquence, la plupart du temps, c'est d'abord, j'implémente un ERP qui a un vrai ERP d'entreprise qui va scaler. Donc, c'est un SAP S4, un NetSuite, etc. Ou pour les entreprises européennes, un Penny aussi. Une fois que j'ai implémenté cet ERP-là, je commence à scaler et ça peut avoir du sens de mettre un outil de procurement. Et l'outil en tant que tel, c'est quoi les 3-4 gros trucs qui te permet de faire, tu vois, pour une équipe achat ou pour des gens qui émettent, tu vois, potentiellement des besoins d'achat dans l'entreprise? Alors la première chose, c'est qu'on permet à toutes les personnes dans l'entreprise d'avoir une plateforme pour faire leur demande d'achat. D'accord. La valeur pour notre client, c'est qu'on passe d'un monde où je ne sais pas ce qui est dépensé et je le sais seulement quand je reçois l'invoice à je sais en amont ce qui va être dépensé, donc j'ai tout mon spend sous contrôle. Donc ça, c'est la première grande chose. La deuxième chose, c'est automatiser énormément de travail qui aujourd'hui est manuel sur la génération des purchase orders dans le RP, sur comment est-ce que je vais gérer une invoice de A à Z, comment je vais faire mes réceptions de biens.
Tout ça, on l'automatise grâce à des workflows, grâce justement à des capacités AI qu'on rajoute par-dessus. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va permettre à des équipes qui avant avaient besoin d'être 10 pour faire ce travail, de faire la même chose seulement à 2 ou 3 personnes. D'accord. Donc c'est vraiment les deux grandes valeurs qu'on a, réduire les temps d'approval et avoir le spend sous contrôle d'un côté, et de l'autre côté, réduire le temps de travail manuel pour avoir des équipes qui se concentrent sur des choses qui ont beaucoup plus de valeur que faire du copier-coller de data ou juste contrôler des lignes sur des contrats. Okay. Et Marc-Antoine, juste en termes de chiffres ou de clients, tu vois, que vous avez, là, ça fait 3 ans que vous avez lancé Pivot. On en est où à peu près, tu vois, sur l'entreprise? Alors, on a un peu plus de 100 clients aujourd'hui, partout dans le monde. On est dans plus de 20 géographies différentes. Nos clients, on va avoir des clients en France, par exemple, comme Doctolib, Wolt dans les Nordiques, qui est un gros service de food delivery, Flixbus en Allemagne. Et on est très agnostique en termes de géographie. On travaille avec des ERP qui, par définition, sont partout dans le monde, et des entreprises qui opèrent partout dans le monde. Donc, on a dès le début voulu vendre partout, et aujourd'hui, ça nous permet d'avoir des beaux logos de la tech dans pas mal de géographies. Et du coup, donc, vous avez lancé la plateforme au moment où il y a eu l'émergence de ChatGPT, qui est un peu la révélation, tu vois, de capacité d'IA générative au grand public. Toi, justement, tu t'occupes, tu vois, de la direction produit, donc tu as dû réfléchir à tous ces sujets-là. C'est quoi un peu ton approche? Parce qu'en préparant l'épisode, tu vas en discuter effectivement des boîtes logicielles qui ne font que investir sur saupoudrer un peu d'IA leurs produits, d'autres qui recréent tout de fond en comble. Vous vous situez où? C'est quoi un peu, tu vois, tes réflexions là-dessus? Ouais, on a évidemment beaucoup réfléchi à ça avec l'équipe dès le début. Quand on a commencé, ce qu'on se disait, on est post-ChatGPT, donc tout le monde avait ça sous les yeux. Et on l'approche de manière assez différente de ce qu'on peut voir sur le marché. On a fait très attention de ne pas se lancer trop vite dans la hype AI et vraiment réfléchir à quelle est notre vision produit de long terme sur comment est-ce que l'AI va profondément bouleverser les pratiques finance et comment est-ce qu'on s'inscrit sur le long terme. Donc notre approche, c'est de se dire, là où beaucoup de personnes ont commencé à créer juste des layers AI par-dessus des solutions existantes. Donc des surcouches, en français, je traduis parce que parfois on utilise du vocabulaire un peu abscon. Donc des petites surcouches, changer un OCR par un modèle d'IA, donc un outil de reconnaissance de caractère par un modèle d'IA. Ça, c'est les trucs un peu que tout le monde a un peu fait. Mettre en place de la catégorisation automatique. Parfois, il y a des gens qui ont fait des chatbots pour interroger leur système. Voilà, ça, c'est les trucs un peu classiques, tu vois, que j'ai pu voir dans d'autres acteurs. Dans notre monde, typiquement, un des gros enjeux, c'est comment est-ce que je donne une interface à toutes les personnes dans mon entreprise pour qu'elles puissent faire leur demande d'achat. D'accord. Et du coup, il y a beaucoup d'acteurs qui se sont lancés dans je vais juste faire cette surcouche AI pour que les gens puissent discuter avec une AI pour faire leur demande d'achat. Ouais. Et après, ça va se déverser dans les plateformes traditionnelles, les Coupa, Ariba dont on parlait. Et cette approche est une approche qui peut apporter de la valeur à court terme, mais on pense qu'elle n'est pas la bonne sur le long terme pour la valeur pour nos clients et non plus pour le positionnement de notre entreprise. Ce en quoi on croit, c'est qu'on peut rajouter autant d'AI qu'on veut par-dessus une mauvaise data ou par-dessus de la data incomplète. L'AI ne pourra jamais faire ce travail de réconciliation parfaitement et ne pourra jamais aller compléter de la data inexistante. Donc notre approche est de se dire, l'AI va profondément bouleverser la manière dont les équipes finance fonctionnent. Mais la première chose qu'on doit donner aux équipes, c'est un system of record, donc un moyen d'avoir toute la data modélisée proprement, centralisée en un seul endroit, pour que derrière, quand ils vont venir plugger des agents AI, ils puissent vraiment avoir de la valeur et surtout ils puissent avoir confiance dans ce que l'AI va donner. C'est toujours pareil, si on plug des agents sur de la mauvaise data, on peut avoir un résultat, mais on n'aura jamais confiance dans ce résultat-là. Notre travail, c'est de donner de la data à des AI qui vont pouvoir travailler comme il faut et qui vont surtout donner un output qui est le bon. D'accord, donc bon, les modèles d'IA, ils ont effectivement besoin de contexte, donc de données, pour pouvoir derrière structurer, labelliser, rapprocher, analyser, contrôler de la donnée. Et vous, du coup, vous avez dit, vu que nous, on agrège déjà la donnée d'achat, on peut faire ça très très bien pour rendre encore plus performant finalement les applications IA, vos propres fonctionnalités, j'imagine, ou celles d'acteurs tierces, quoi. Exactement. Donc pour revenir sur la vision, donc, on voit l'approche AI avec 3 couches. Donc il y a le system of record dont je parlais, qu'on a construit. Donc ça, c'est le système vraiment de données où les données sont rentrées automatiquement ou manuellement. Si on pousse à l'extrême, c'est une base de données quelque part qui n'a même pas besoin d'être vue, où on sait que la data elle est proprement modélisée et elle est complète.
Et pour s'assurer qu'elle est complète, la deuxième couche, c'est ce qu'on appelle le System of Engagement. Comment est-ce qu'on fait en sorte d'avoir une expérience qui est suffisamment bonne pour que tout le monde dans une entreprise fasse l'effort de venir mettre la data comme il faut. D'accord. Ce qui se passe, en fait, c'est que l'outil de procurement, c'est un des seuls outils finance qui est exposé à l'ensemble de l'entreprise. Tout le monde doit venir et faire sa demande d'achat. Et ça, beaucoup d'employés le voient comme quelque chose de bureaucratique, ne comprennent pas l'importance que ça a d'un point de vue finance. Et donc, notre travail, c'est de s'assurer qu'on leur donne l'outil pour que ce soit très facile pour eux. Donc, par exemple, nous, l'interface principale de Pivot, c'est Slack ou Teams. D'accord, donc les outils de communication, finalement, déjà dans les mains des salariés. Exactement. En fait, notre théorie là-dessus, d'un point de vue produit, c'est que aller convaincre 2000 personnes dans une scale-up d'aller sur Pivot, de télécharger une application, remplir un formulaire, ça va pas fonctionner. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit, ils utilisent déjà tous Slack ou Teams, ils l'ont déjà sur leur téléphone, et ça va être ça, leur interface de communication, avec le système of record derrière qui est Pivot. Donc, on a beaucoup insisté là-dessus, et nous, nos requesters font les choses... Les gens qui émettent les demandes d'achat. Voilà, exactement. Les employés dans l'entreprise qui vont faire leurs demandes d'achat vont faire ça à travers Slack, vont approuver à travers Slack, et peuvent avoir accès à la donnée à travers leur outil de communication. D'accord. Donc ça, c'est la deuxième couche qui est très importante. On a vraiment mis tous nos efforts au début pour construire ça. Et maintenant, on arrive dans une phase où on se concentre sur la troisième couche qui est comment est-ce qu'on rajoute des agents par-dessus ce système of record. Maintenant qu'on a le bon système pour avoir toute la data, on se rend compte que mettre nos agents dessus, c'est extrêmement facile. Ça va très vite pour apporter de la valeur à nos clients. Et ça apporte beaucoup plus de valeur qu'un agent qui est mis sans data qui est propre derrière. Du coup, tu envisagerais, après on va rentrer dans le détail, mais donc il y a les trois couches très claires. Il y a la base de données, la couche d'interaction entre les utilisateurs, métiers ou non, et le système Pivot. Et le système agentique. Et effectivement la couche d'IA. Du coup, ici c'est intéressant. Est-ce que peut-être on peut partir de quelques cas concrets que vous avez déjà déployés et qui sont demandés par les clients, aussi intéressant de discuter de ça, pour voir du coup ce que vous avez proposé, que ce soit fait par votre équipe, dans le produit ou par des acteurs tiers. Ouais. Alors il y en a plein. Je crois que celui que je préfère et un qui apporte énormément de valeur, c'est l'agent de négociation. D'accord. Donc ce que fait l'agent de négociation, c'est que lorsque un employé va faire une demande et va par exemple mettre un order form, un devis, n'importe quel document, l'agent va venir sur sa demande, analyser toute la donnée, va faire un benchmark en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction du prix qu'il a trouvé sur la requête, en fonction du fournisseur, et va envoyer une notification au demandeur en lui disant « Voilà ce qu'on a vu. Là, attention, tu payes au-dessus du prix sur les frais d'implémentation par rapport au marché. Là, tu as eu un bon deal sur la partie licence. » Et c'est de la donnée qui est la donnée du client ou c'est de la donnée sur le web où il va faire un benchmark global de... Les deux. D'accord. En fait, on peut vraiment plugger les sources de data qu'on veut. On utilise principalement de la data sur le web parce que c'est là qu'on a le plus d'informations. Et c'est là que justement la partie AI devient extrêmement puissante. D'accord. Genre, par exemple, je vais acheter un CRM, un outil de gestion client Salesforce. Cette application-là, il peut aller m'aider à trouver les prix standards pour une boîte de ma taille, pour me dire, attention, j'ai vu sur tel forum que tu pourrais négocier sur tel et tel axe. Ouais, exactement. Donc ça va vraiment revenir vers le demandeur et lui dire, écoute là, par rapport à la taille de ton entreprise, ton secteur, etc., tu peux avoir un meilleur deal. Pourquoi est-ce que cet agent il est super ? Parce que quand on regarde les équipes achats, de manière générale, elles sont toujours sous-staffées pour pouvoir regarder toutes les requests dans le détail et tous les contrats dans le détail. Donc ce qui se passe, c'est que très souvent, ils se concentrent sur le top 10% des contrats et le reste, c'est effort minimum. Donc toute cette long tail, elle n'est pas regardée et il n'y a pas d'efforts de saving qui sont faits là-dessus. D'accord. Or, le travail d'une équipe procurement, une des missions, une des top 3 missions d'une équipe procurement, c'est quand même d'aller chercher du saving. Donc on a des clients pour qui on l'a implémenté et typiquement, ils sont passés avec 3 personnes, on regarde que les 10% des contrats, de ça à maintenant, toutes les personnes qui sont demandeurs dans l'entreprise sont acteurs des négociations et 100% de nos contrats sont regardés. Donc on peut aller chercher jusqu'à 10% de savings supplémentaires parce qu'en fait tout le monde dans l'entreprise sait maintenant comment aller négocier avec leurs fournisseurs. Donc ça c'est une des grosses valeurs de l'IA qui revient très souvent, tu vois, de nos implémentations chez Facet, de nos clients, mais de tous les acteurs logiciels. C'est le fait de pouvoir passer de quelque chose fait de manière échantillonnée. Je me concentre sur X% des flux qui représentent le plus potentiel de valeur, à quelque chose de systématique sur l'ensemble. Et là, le point que je trouve aussi intéressant, c'est aussi partager finalement l'expertise d'un acheteur
qui est habitué à savoir sur quel axe négocier, à finalement l'ensemble des utilisateurs métiers de la boîte, quoi. Donc c'est assez intéressant. Ça, c'est quelque chose, par exemple, Marc-Antoine, que vous avez développé vous-même, qui est disponible sur votre plateforme. À quel point, tu vois, il faut le paramétrer ou l'adapter? Parce qu'il y a plein de gens qui se posent la question de dire « Ouais, moi, j'ai envie de mon IA. » Tu vois, c'est souvent dit comme ça. Est-ce qu'une IA généraliste peut m'aider? Comment j'en fais mon IA, tu vois? Et toi, comment vous adressez ce sujet-là? Je reviens sur un point dont tu as parlé et qui est très important. C'est vrai qu'on voit quand même que sur la partie AI, un des use cases qui revient le plus, c'est comment je gère ma long tail, en effet. En fait, sur les top 10 contrats, il n'y a pas un chemin à court terme où les équipes procurement vont les abandonner à une AI, complètement. Je négocie un contrat de 15 millions pour mon entreprise avec Amazon. A priori, la personne procurement va vraiment se mettre dessus, va creuser et va aller chercher du gain là-dessus. Parce que 10% de saving sur un contrat comme ça, c'est énorme pour la boîte. En effet, la long tail, en revanche, vraiment là, on dit que c'est là-dessus qu'il faut automatiser les choses et où c'est une question de volume. Et c'est extrêmement important de garder un contrôle dessus. Et l'AI a énormément d'impact là-dessus. Maintenant, sur ta question, comment est-ce qu'on le fait? Donc, on a une approche assez particulière. On fait très attention à ne pas mettre trop d'AI dans le cœur du produit, mais à garder les agents autour du produit et les plugger sur notre système of record. Donc on investit énormément dans des capabilités. Et ça, pourquoi tu as décidé de faire ça? Pour plusieurs raisons. Alors la première raison, c'est qu'on se rend compte, quand on s'adresse à un marché enterprise, de plus la plupart de nos clients... Donc c'est des boîtes de quelle taille, tu dirais? Plus de 1000 personnes. D'accord. Ils ont besoin d'énormément de customisation. Oui. Quand on rentre dans le détail de leur cas d'usage, on se rend compte qu'en fait, il n'y en a pas deux qui sont pareils. Mais vraiment sur des petits détails. Mais si on devait mettre ça dans le corps du produit, on se retrouverait en fait à construire en permanence la customisation qui nous coûterait très cher, qui nous créerait de la dette technique. Et qui n'a pas de sens parce que ça prendrait beaucoup plus de temps à développer. Donc je peux revenir là-dessus avec des exemples après. Mais ça, c'est vraiment la première raison. On a besoin de customiser. La deuxième raison, c'est que ces clients-là, une partie d'entre eux veut garder le contrôle total sur le modèle qui est utilisé, sur la sécurité de leurs données. D'accord. Donc en fait, il faut qu'on s'assure qu'on puisse plugger leur modèle, ou peu importe la manière dont ils gèrent et comment ils ont autorisé l'usage de leur AI en interne, on doit pouvoir s'y adapter. Donc ça, c'est extrêmement important. Et pareil, donc sur la gouvernance IA qu'ils ont décidé, exactement. S'ils veulent que les modèles soient chez eux, s'ils veulent travailler avec Pierre-Paul Jacques, en fait, ça serait autant de contraintes auxquelles toi, tu devrais répondre, quoi. Exactement, des choses aussi bêtes que je suis d'accord que mes purchase orders passent dans le modèle, mais je suis pas du tout d'accord que mes contrats y passent. D'accord. Et en fait, pareil, si on commence à construire ça in-app, on se retrouve avec un ensemble de customisation à faire qui sera infini. Et du coup, des clients qui seront jamais contents parce qu'on aura une espèce de modèle one size fits all qui, en fait, rendra personne content. Donc ça, c'est la deuxième raison sur la question de sécurité. La troisième raison, elle est un peu plus interne. Elle est que la technologie là-dessus évolue tellement vite qu'elle est la mettre au cœur du réacteur avec la possibilité que dans 6 mois, on se retrouve avec une nouvelle claque qui change complètement la perspective sur comment utiliser l'AI. C'est trop risqué. D'accord. Donc du coup, c'est quoi les invariants pour toi sur lesquels vous pouvez investir et qui sont toujours vrais dans les contraintes dont tu as parlé? J'en ai aucune idée. C'est tout le point. Et c'est pour ça qu'en fait, pour le moment, notre fonctionnement, et en fait, c'est comme ça qu'on le voit, et c'est la solution à ces 3 problèmes. On a un studio AI en interne avec des builders dont le travail est d'aller construire des agents AI customisés pour chacun de nos clients. C'est quoi le profil des gens qui sont là-dedans? Alors, ça va être principalement des gens qui sont produits et qui ont une expérience avec du no-code. En fait, ça demande 2 choses, ce qui est principal. 1, être capable de discuter avec les clients. Oui. Le point clé, justement, de ces agents, si on veut des agents qui apportent du ROI, et j'insiste là-dessus parce qu'il y a beaucoup de bullshit autour de ça, et nous, notre point de focus, c'est vraiment comment est-ce qu'on est capable de montrer un ROI mesurable qu'on peut partager avec le client. Donc, on a besoin là de personnes qui ont un profil produit, qui savent aller parler avec les clients, comprendre leur use case dans le détail, et qui ont un profil qui se rapproche d'un profil technique, ou au moins bricoleur, qui est capable d'aller créer ses workflows. D'accord, donc c'est très intéressant. Donc vous avez une équipe de personnes dont le métier, la mission, c'est d'aider vos propres clients à construire des agents IA ou des applications IA ou des workflows IA, peu importe comment on appelle ça, sur votre propre produit. Et ces gens-là, ils font 2 choses. Ils comprennent le besoin, ils le transcrivent en cahier des charges, et après, ils vont bricoler, créer des solutions adaptées aux besoins des
des clients. C'est marrant parce que nous, chez Facet, tu vois, on a une équipe dont c'est le métier de faire ça parce qu'effectivement, on s'est rendu compte que les applications IA performantes qui délivrent de l'impact, il y a forcément ce travail de dernier kilomètre comme dans la livraison qu'il faut faire, qu'il faut adapter. Et la question que j'ai envie de te poser, du coup, c'est est-ce que tes clients, ils sont à l'aise de payer pour ce genre de prestations-là est-ce que c'est quelque chose que vous intégrez pour les plus gros, que vous proposez un top? Comment ça transforme un peu ton modèle économique, quoi, en quelque sorte? Alors, c'est une très bonne question. Donc, pour revenir sur le point d'avant d'abord, et ça va faire le lien avec ma réponse, non seulement ils font ça, ils construisent, mais ils sont aussi responsables de venir communiquer, mesurer et communiquer le ROI de l'agent au client. Et ça change tout. Parce qu'on passe une fois de plus on a des agents AI in-app qui coûtent très cher, vous décidez d'utiliser ou pas en tant que client, et le ROI, c'est vous qui essayez de mesurer ce que ça vaut. On passe de ça à, en fait, on va vous faire une expérience, on va vraiment comprendre dans le détail vos besoins, le faire pour vous, et vous montrer que ça a du ROI. Dans ce contexte-là, évidemment, les clients, ils n'ont aucun problème à payer. Quand on est capable de leur dire, là, en fait, vous avez fait 1 million de savings grâce à ça, évidemment que derrière, on est capable de mettre un prix en face et qu'ils sont OK pour le payer. D'accord. Et est-ce qu'ils te posent la question de... parce qu'il y a plein de gens, tu vois, qui investissent pas dans l'IA, dans leur propre boîte, pour toutes les raisons que tu as données, donc ils sont tout à fait valides. Ça évolue vite, je sais pas dans quel sens ça va. Si je paye tel outil 50 000 € par an et qu'en fait, dans 1 an, tu vois, je m'engage, et en fait, dans 6 mois, c'est plus le bon outil, j'ai perdu du temps. Et il y a une question qui revient souvent, c'est le sujet de la maintenance, de l'amélioration continue dans le temps. Toi, vous leur proposez de les aider aussi sur le temps moyen. Comment vous les accompagnez dans la durée? Alors, on les accompagne à 100% à mesure où c'est nous qui maintenons justement tous ces agents. D'accord. En fait, on externalise complètement ce travail-là. Par rapport à ce que tu disais sur Facet, c'est vrai que c'est un modèle qu'on voit émerger. On le voit dans plein d'entreprises. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est on va l'intégrer chez Pivot, ce modèle, avec des personnes qui sont capables de créer ces agents AI et accompagner et maintenir dans le temps. C'est ce qui justifie d'ailleurs également de mettre un prix dessus, au-delà des coûts sur le LLM et de la valeur que ça apporte. Le fait de s'assurer que c'est maintenu et surtout, au-delà de la maintenance, que ça s'adapte dans le temps à tes process, ça a énormément de valeur. Comment toi, c'est ton opinion, tu vois, qui m'intéresse, Marc, il y a plein de dirigeants de boîtes de logiciels et d'entreprises sur le marché, tu vois, dans tous les secteurs, que ce soit le marketing, la vente, direction financière, qui voient une explosion, tu vois, cambrienne du nombre d'acteurs. Ça va en accélérant, qui disent qu'on fait des agents IA pour les achats. Il y a sûrement des contemporains de Pivot, tu vois, qui doivent se réclamer, natif IA, proposer plein de propositions de valeur sur leur site, tu vois. Ouais. Comment toi t'approches le sujet? Qu'est-ce que tu dis à tes équipes? Qu'est-ce que tu dis à tes clients? Ils se disent, quelle différence entre l'acteur A et l'acteur B? Comment vous surnagez un peu dans ce bruit ambiant un peu? Dire, ouais, mais quelle différence entre Pivot et IA et Claude branché à mon ERP ou ChatGPT branché à mon ERP? Comment vous approchez un peu ça chez vous? En fait, le point clé, c'est revenir à la valeur client. Et la valeur client, c'est le ROI. Évidemment, c'est dans le bruit à court terme, c'est pas forcément facile de ressortir. À moyen terme, long terme, c'est comme tous les produits, à la fin, celui qui apporte le plus de valeur va gagner. Du coup, le point clé, c'est comment est-ce que je ne suis pas en train de vendre justement la solution technique. Est-ce que ça va être en effet un serveur MCP branché sur Cloud? Est-ce que ça va être un agent AI construit avec un workflow sur N8N? Est-ce que c'est in-app? En fait, on s'en fiche un peu. Le point clé, c'est qu'est-ce que je vais t'apporter concrètement comme ROI, mesurable, qui va te permettre de revenir vers ton CFO et de dire, en fait, on est vraiment en train d'utiliser l'AI et on a vraiment sorti des gains que personne d'autre n'est capable de sortir. Et en fait, il faut se concentrer que là-dessus. Et c'est en ça aussi qu'on va envie d'avoir des humains derrière qui construisent ça, parce que c'est là le travail de nos builders en interne va vraiment avoir de la valeur. Comprendre le use case dans le détail pour s'assurer que du coup on craque le problème et une fois de plus le transcrire en euros gagnés par le client. Donc c'est la seule manière de s'en sortir quand il y a du bruit. C'est vrai pour l'AI, c'est vrai pour tout, c'est se concentrer, revenir à la valeur client et s'assurer qu'en fait on a quelque chose qui a du sens pour eux,
qui leur apporte de la valeur de manière continue dans le temps. D'accord. Et un autre truc que j'entends des clients, et je vais t'en parler. Euh, Au début, il y avait beaucoup ça. Il y avait, oui, on va construire notre propre chat GPT interne. J'ai des équipes, je vais les mettre dessus. En plus, il s'avère que les développeurs des équipes, tu vois, de tes clients, c'est des sujets qui les intéressent, qui les excitent particulièrement. Donc, ils ont envie de mettre les mains dedans. Sur vos clients à vous qui sont des grosses sociétés, qui ont des moyens, qui ont des bonnes équipes, tu vois, qui sont compétentes, ils peuvent vous challenger et vous dire, ben, OK, mais moi, j'ai une équipe IA interne. Moi, j'ai investi, moi, j'ai des accords cadres avec tel fournisseur de modèles. À quoi vous leur répondez quoi à ça, tu vois? Qu'est-ce que tu leur dis? Ah oui, mais moi, je vais le construire. Pourquoi je passerai par vous pour créer des agents IA au-dessus de vos propres API? Alors, on répond rien à ça à la mesure où c'est complètement OK pour nous. La réalité, c'est qu'il y a très peu d'entreprises qui sont comme ça. Et même les entreprises qui ont cette approche-là, ils ont tellement de use cases à mettre en place, pas seulement sur Pivot, mais sur tous leurs autres outils, que très souvent, ils ont de toute façon un problème de bande passante et font appel à nous. D'accord. Mais ceux qui n'ont pas de problème de bande passante et veulent le construire, on a un client comme ça que j'ai en tête, ils le font, et en fait, on est là pour les aider, et on est là pour s'assurer qu'on améliore les PI en permanence pour qu'ils le fassent eux-mêmes. En fait, on est très ouvert à ça, et une fois de plus, on n'est pas du tout dans un monde où on essaye de forcer de la vente d'AI. On n'est pas dans un monde où, sans le vendre, on n'a pas de business model. On a quelque chose de beaucoup plus équilibré. Et pour revenir à la question de la monétisation, on voit vraiment toute cette partie AI comme une nouvelle couche de revenus, mais pas la seule. Donc on a vraiment la couche de revenus qui est la couche System of Record, qui est un peu plus old school, qui est la couche SaaS. Le système de données, ouais. Exactement. On a des revenus de FinTech grâce à la partie paiement et Virtual Card. Et on a des revenus AI qui sont ceux qui ont la vocation à grossir avec les revenus de FinTech le plus. Mais on reste sur un modèle équilibré et on n'est pas complètement dépendant de ça. D'accord, très clair. Et il y a peut-être un sujet intéressant, c'est maintenant peut-être qu'on discute de comment ça transforme le métier de tes utilisateurs. Donc il y a des équipes achats dont tu parlais, même si vous vendez effectivement, il y a d'autres acteurs dans la chaîne. Sur un acheteur, ils doivent sûrement se poser la question eux-mêmes, tu vois. C'est aussi des équipes expertes, donc ils ne sont pas des grosses équipes rapportées à la taille globale de l'entreprise. C'est quoi, toi, ta vision, les directions que tu vois de ces métiers-là? Qu'est-ce qui va être délégué à la machine ou à des systèmes plus intelligents comme Pivot? Qu'est-ce qui va être conservé? Comment tu vois les choses se faire? Et peut-être aussi de comprendre dans quelle temporalité, selon toi, genre demain, comme tous les éditeurs de logiciels américains disent, ou un peu plus étalé. Ouais. Alors, il y a plusieurs éléments. Où est-ce que ça va? Je vais penser à mon client qui est le plus avancé sur les use cases AI. C'est assez intéressant parce qu'on est déjà au moment où la personne me dit de manière très directe, franchement, là, je sais plus trop quoi faire. Vraiment dans mon day-to-day, je sais plus trop quoi faire. J'ai plus de challenge. Viens, on bosse là-dessus. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, quand on se met ensemble et qu'on y réfléchit, on voit plein de potentiel encore à aller chercher. Donc la réponse, elle est un peu tarte à la crème, mais j'ai envie de répondre. En fait, on va commencer à aller chercher du potentiel là où personne regardait parce que tout le monde était sous l'eau à faire des tâches qui avaient peu de valeur ajoutée. Donc je pense qu'en fait, on a énormément de potentiel à aller chercher partout et que toutes les équipes en ont. Il faut juste se donner du mal à aller chercher et aller voir où est-ce qu'il y a du potentiel. Donc dans ce cas-là, c'est plein de choses sur comment est-ce qu'on améliore leur compliance sur leurs nouveaux fournisseurs. C'est comment est-ce qu'on va chercher encore plus d'efficacité sur la gestion des invoices, plein de choses. Ce qui est sûr, c'est que dans leur cas, ils ont complètement bloqué les recrutements sur la team procurement. Et même si le reste de l'entreprise fait x2, eux, ils restent la même équipe et ils sont plutôt chaque jour à se dire bon, bah, ça devient de plus en plus cool et c'est de plus en plus facile à gérer. C'est quoi ton conseil? Qu'est-ce qui fait dans sa personnalité à cet utilisateur-là qu'il y a une appétence, que c'est quelqu'un qui démarre, tu vois, c'est quoi un peu les traits à développer pour transformer son job, peu importe son job d'ailleurs, le tien comme le mien, tu vois? Alors, je pense que dans ce métier, c'est des gens qui ont été tellement habitués à faire beaucoup de tâches manuelles, à faire beaucoup de réponses à leurs utilisateurs en interne sur ce qui ne fonctionne pas dans le système, etc., qu'au début, c'est un petit peu dur de dire, en fait, c'est plus ça mon métier.
Et le truc dont je rêvais, qui était je peux me concentrer enfin sur vraiment prendre du temps sur négocier les contrats, comme je disais, aller aider les autres équipes à améliorer leur process et tout, ils ont vachement de mal. Donc quel est l'état d'esprit qui fait qu'ils arrivent à faire ce switch-là? C'est un peu comme dans toutes les équipes. Il y a des personnes qui sont ouvertes au changement, qui ont envie d'apprendre et qui le font. Il y a des personnes qui sont fermées au changement. Et du coup, c'est plus compliqué. Donc, il n'y a pas vraiment de solution à ça. C'est vraiment une question d'état d'esprit. Je pense que c'est vrai dans tous les métiers. Il y a ceux qui se disent, en fait, ça va me permettre d'arrêter de faire A et je vais pouvoir me concentrer sur B. Et il y a ceux qui se disent, comment est-ce que je fais tout pour que je puisse continuer à faire A. Et il n'y a pas vraiment de choses magiques, je pense, à part l'état d'esprit global. D'accord. C'est une excellente transition, du coup, sur chez vous, tu vois, avec vos propres équipes. Donc, bien sûr, c'est une boîte technologique, Pivot, jeune aussi, en croissance. Donc, il y a une habitude, je pense, à changer les pratiques régulièrement. Qu'est-ce que toi, tu as fait ou tu fais pour infuser l'adoption de ces outils-là? Est-ce qu'il y a des choses que tu encourages? Est-ce qu'il y a des choses dans ton métier, tu vois, qui ont évolué? Ça m'intéresse, tu nous parles un peu de la culture chez vous, de choses concrètes que vous avez pu réaliser et de ce que tu fais pour favoriser. Oui, alors, ça va peut-être sans dire, mais c'est plutôt un conseil pour tous les fondateurs et tous les CPO. Commencez par le faire vous-même. Moi, j'ai vu comment les choses ont radicalement changé le jour où j'ai poussé moi-même très fort l'utilisation et où moi-même, je suis venu pousser tout le monde à l'utiliser. Un truc très simple, nos serveurs MCP chez Pivot, c'est moi qui suis allé les devs, c'est moi qui ai sorti la première version, c'est moi qui ai montré comment ça fonctionnait, qui ai montré toutes les possibilités avec. Et en fait, en faisant ça, comme toujours, ça a vraiment ouvert la voie. Et d'un seul coup, plusieurs personnes qui ne le voyaient pas, qui ne voyaient pas la puissance des agents, ont commencé à se dire, en fait, mais ça, je peux l'utiliser pour faire ça chez moi, ça, je peux l'utiliser pour faire de la documentation automatiquement, Surtout etc. que tu étais peut-être un peu rouillé sur les bords. Donc, si tu as réussi à le faire, tu vois, c'est que les gars, on peut se dire, bon, bah attends, si Marc-Antoine arrive à le faire, moi, je vais y arriver aussi, quoi. Ouais. Bon, sachant que rouillé ou pas, on ouvre Cursor, on lui demande de faire quelque chose et c'est quand même, enfin, le niveau de simplicité n'a rien à voir avec quand on faisait du dev il y a 15 ans. Ouais. Et c'est vrai que j'étais personnellement un peu dans une faille temporelle dans la mesure où j'avais pas fait de dev vraiment depuis quelques années. Là, j'ai repris post Air AI et j'ai pris une vraie claque. Et en fait, ça a commencé par moi. J'ai pris une claque énorme quand j'ai vraiment ouvert Cursor. Comme tout le monde, je voyais des posts LinkedIn, je voyais des articles. Je me disais, bon, ok. Quand je l'ai utilisé, j'ai pris une claque. Donc, il y a toi qui montré l'exemple et pour les dirigeants, vraiment y aller fort là-dessus pour inspirer le reste. Ouais, exactement. En fait, la différence entre l'approcher d'un point de vue philosophique et théorique et mettre les mains dedans et de voir la puissance, vraiment, ça vous fait passer dans une autre dimension. Et je le dis pour les dirigeants parce que c'est vrai que d'un point de vue dirigeant, quand on a beaucoup de personnes à manager, beaucoup de travail, on a tendance plutôt à rester en surface. Mais là, c'est vraiment le sujet. S'il y en a un, le sujet où il faut mettre les mains dedans et à le faire, c'est celui-ci. Donc j'encouragerais vraiment n'importe qui à ouvrir Cursor, développer des choses et commencer à l'utiliser par eux-mêmes. Et ça ouvre des perspectives complètement dingues. D'accord. Et est-ce que, par exemple, il y a des personnes, tu vois, à qui je pose souvent la question, quel est l'impact de ça sur les plans de recrutement? Est-ce que ça modifie les plans de recrutement? Sur quelle fonction? Dans quelle temporalité? Vous, est-ce qu'il y a déjà eu ce genre d'impact ou c'est quoi votre approche là-dessus? Alors, ça a complètement un impact. Évidemment, de toute façon, c'est plus possible de venir voir ces investisseurs et de leur dire qu'on a un modèle où on va encore doubler la taille de l'équipe chaque année. D'accord. Sur toutes les fonctions, tu penses aux équipes vendeurs ou aux équipes de développement? Il y a à la rigueur les équipes sales, les équipes commerciales sont peut-être les seules où il y a moins de challenge de la part des investisseurs. Où on a encore, de manière très simple, dans les business plans, on a encore une corrélation quasi linéaire entre nombre de personnes qui rejoignent l'équipe sales et revenus. En revanche, sur les équipes ingé, sur les équipes tech, le challenge il est énorme. Ils incitent tous à caper justement les recrutements et à dire en fait comment est-ce qu'on peut faire mieux en qualité et en output avec ce qu'on a aujourd'hui. C'est complètement légitime parce que c'est en effet un des métiers où il y a le plus d'impact. Ouais. Pareil sur le produit et les équipes Ops évidemment, où là, pareil, présenter un plan de recrutement, on dit qu'il faut doubler l'équipe Ops quand on double le nombre de clients, c'est évidemment plus du tout acceptable.
Et c'est côté éviter de gestion poser. client et côté personnes que vous avez pour être au contact des clients, etc., ça c'est pareil, c'est linéaire. Vous ne réduisez pas ça nécessairement. Non, c'est pas linéaire. Là-dessus, on a énormément de gains qu'on peut trouver. D'accord. Je prends un exemple, mais comment est-ce que on a une grosse partie qui est créée de la documentation et des process internes de nos Ouais. clients. Ça, on est capable de créer un agent AI qui nous le fait automatiquement. D'accord. Évidemment, sur la partie customer support, être aidé par des agents pour répondre, c'est un des use cases les plus Et simples. en même temps, ton d'AI, équipe ça aide. Marc-Antoine, l'équipe dont tu parlais de personnes qui sont spécialisées dans comprendre les besoins, les transformer en applicatif IA sur la plateforme Pivot, ça, elle est amenée à grossir, j'imagine. Ou fait. c'est quoi ton plan là-dessus? Ouais, tout à fait. Alors, de manière assez intéressante, ceux qui construisent les agents AI, c'est en effet une équipe où va y avoir une croissance. Il y a quand même du travail à faire pour les sortir, et comprendre les besoins et les maintenir. Mais ceci étant dit, ils ont également des pratiques pour comment construire des agents grâce à des agents qui leur permet d'aller plus C'est vite. récursif à l'infini, Exact, cette c'est affaire. complètement. Ça fait flipper. Complètement. Est-ce que, peut-être pour terminer, il y a quelques questions un peu classiques. La première, c'est, tu vois, toi maintenant, là on est mars 2026, versus quand vous avez vu ChatGPT sortir 2024. Où est-ce que tu t'es dit que tu avais raison et quelle chose t'a surpris? Qu'est-ce qui s'est pas passé comme toi, tu l'avais anticipé il y a 2 ans? Alors, je pense que le jour où je me suis dit j'ai eu raison de ne pas précipiter la mise en place de Core Feature AI dans Pivot, c'est quand la vague agentique est arrivée. Parce que quand c'est arrivé, je me suis dit, ok, en fait, c'est ça. C'est ce truc-là maintenant qui va vraiment apporter de la valeur à nos clients. Et c'est là-dessus qu'il faut avancer. Donc, j'étais très content d'avoir attendu, de ne pas investir trop, d'avoir investi sur justement le système of record. Je me suis dit, en fait, maintenant, les deux pièces vont parfaitement ensemble. Je peux prendre ces agents et les mettre sur le système of record. Donc, non pas, je ne l'avais pas du tout vu venir. Je pense que, mais en revanche, je suis content de ne pas l'avoir fait avant. Je suis content qu'on se soit dit, en fait, les choses vont changer tellement vite. Attendons de voir quelle est la chose qui se stabilise. D'accord. Et sur le truc peut-être que tu as raté ou au contraire, ça s'est pas passé comme toi, tu avais pu l'imaginer? Je pense que ce que j'ai raté, c'est assez lié à ce que je disais tout à l'heure. J'aurais dû commencer dès le début à refaire du dev en utilisant les nouveaux outils. Je pense que je m'y suis pris un an trop tard. Et comme je disais, en fait, c'est bien, j'utilisais ChatGPT, super. Je commençais à avoir des idées, je philosophais sur ce qu'allait être les AI. Et quand j'ai mis les mains dedans et que j'ai construit des trucs avec, c'est vraiment là où d'un seul coup, je me suis vu passer dans une autre dimension de compréhension de comment ça allait avoir un impact sur le monde. D'accord. Et Marc-Antoine, peut-être dernière question. Moi, tu vois, j'ai compris que le monde du logiciel allait changer la première fois que j'ai utilisé ChatGPT. C'est fou quand même, tu vois, on oublie, on passe assez vite, mais juste sur la première expérience, ça m'a fait un peu la même chose que quand j'ai pris une trottinette électrique à Paris ou que j'ai mis des AirPods pour la première fois. Tu vois, il y a vraiment une impression tu sens la technologie et la différence dans les usages. Toi, est-ce qu'il y a un moment où la première fois que tu as touché à ces systèmes-là, est-ce qu'il y a un moment particulier qui t'a marqué où tu te dis, tiens, ça a vachement transformé comment je travaille et comment les équipes travaillent aussi? Ouais, en fait, une fois de plus, je vais revenir à ce que je disais, mais avant, j'utilisais ChatGPT comme tout le monde. Donc, c'est le premier truc que je faisais, c'est je disais, tu peux me faire un poème sur tel sujet. J'étais impressionné de ce qu'il m'a donné. J'ai commencé à complètement remplacer mon usage Google par ChatGPT. C'était très simple. Donc, en fait, je pense qu'en faisant ça, on voyait tous qu'on était en train de rentrer dans un nouveau monde. D'un point de vue cognitif, ça allait complètement changer la manière dont les choses étaient structurées, la manière dont on allait interagir avec du logiciel, la manière dont on allait voir le monde. Donc ça, évidemment, c'était le premier choc, comme tout le monde. Comme je disais, le deuxième, vraiment, c'est cette partie j'ai commencé à dev avec de l'AI, et là, j'ai encore une autre claque. Et c'est plus ce moment-là, moi, qui m'a fait passer dans le monde d'après en me disant, maintenant, je vois la puissance, je vois à quel point ça va transformer tous les métiers que je connais, absolument tous, et à quel point le monde va être chamboulé dans les 5 prochaines années. Ok, trop cool. Où est-ce qu'on peut suivre Pivot un peu? Où est-ce qu'on peut suivre les aventures de la boîte? Est-ce que vous avez sur les réseaux sociaux? Enfin, où est-ce qu'on peut vous suivre?
LinkedIn principalement. D'accord. On est B2B pour Enterprise, donc on n'a pas énormément de réseaux sociaux. LinkedIn est l'endroit où on communique le plus. Et notre site, pivotapp.ai, sur lequel vous pouvez également voir les news et ce qu'on fait en termes de produits. Trop bien. Bah, écoute, Marc-Antoine, merci beaucoup. Merci Nicolas. À plus. À plus.